Donc, on va commencer par la première intervention par Tiffaine de Sherpa, donc l'association Sherpa. Donc, Tiffaine est responsable du contentieux et plaidoyer. Sherpa a été fondée en 2001 et est une association qui mène des actions en justice pour lutter contre l'impunité des entreprises et défendre les victimes des crimes économiques. Au sein de l'équipe, Tiffaine travaille sur la protection de l'espace civique, notamment la liberté d'expression et de l'information à l'ère numérique. Donc, j'aimerais bien que Tiffany commence peut-être à répondre à une question qu'on s'était posée. Pour l'association Sherpa, comme l'association Sherpa a une approche innovante, elle travaille avec les droits, alliant action de plaidoyer, action en justice et recherche juridique. Pourquoi utilisez-vous, Tiffany, au sein de l'association, le contentieux comme stratégie pour lutter? Et comment construisez-vous vos stratégies? Peut-être tu peux commencer à répondre à ces deux questions. Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes et merci beaucoup à votre public pour l'organisation de ce webinaire. Alors effectivement, Sherpa est une association qui place le droit au cœur de son action. Quelques mots déjà sur Sherpa que tu as brièvement présenté. Sherpa, c'est une association qui vise à lutter, comme tu l'as dit, contre les crimes économiques, c'est-à-dire toutes les atteintes aux droits humains ou à l'environnement qui peuvent être commises par des entreprises dans le cadre de leur activité internationale. Et donc, effectivement, pour mener à bien cet objectif, on place le droit et notamment l'action contentieuse au cœur de notre action. Et donc, c'est la raison de ma présence avec vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer effectivement un petit peu mieux de quoi on parle quand on parle de contentieux stratégique et comment on monte ces stratégies de contentieux stratégique. Alors, pourquoi utiliser le droit déjà, tout d'abord? Eh ben, parce qu'à Sherpa, on part du postulat que le droit n'est pas un outil neutre. Il reflète la société, les dynamiques de pouvoir, les rapports de force qui la traversent, et il peut également avoir un impact sur eux. Donc typiquement, s'agissant des entreprises, le droit va leur permettre de se développer au-delà des frontières, de concentrer les profits au niveau des sociétés mères, tout en limitant leurs responsabilités en cas d'atteinte. Les entreprises de réseaux sociaux, bien évidemment, n'échappent pas à ce constat. Elles sont, qui plus est, dans une situation quasi monopolistique, avec un pouvoir d'influence sur le droit qui est totalement inédit par leurs actions de lobbying. Et le rythme des avancées technologiques dépasse globalement celui de l'évolution du cadre juridique. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de se saisir du droit et notamment du contentieux? Eh ben, pour schématiser, très simplement, parce que se saisir du droit, c'est une façon de reprendre le pouvoir, de rééquilibrer les rapports de force face à ces entreprises. Alors concrètement, de quoi on parle quand on parle de contentieux stratégique? Eh ben, tout simplement, on parle déjà d'un contentieux, c'est-à-dire le fait de saisir un tribunal ou une autorité qui a le pouvoir de rendre une décision qui est fondée en droit. Et cette décision, elle va permettre de régler un litige entre deux personnes, donc entre potentiellement une victime de la haine sur les réseaux sociaux et le réseau social en question. Elle va permettre de réparer des dommages, de sanctionner des actes fautifs. Cette action, elle va pouvoir être menée devant des juridictions, c'est-à-dire devant les tribunaux civils, pénals, administratifs. Ça peut aussi être le fait de mener une action qu'on va appeler quasi-judiciaire, c'est-à-dire qui va être menée devant une autorité de contrôle, notamment des autorités administratives ou des institutions, notamment à l'échelle internationale, qui peuvent posséder des mécanismes de règlement des différends, des mécanismes d'enquête ou de sanction. Et si j'ai bien compris, je pense que Caroline présentera juste après un cas qui relève d'une de ces autorités. Donc voilà déjà pour la définition de ce que c'est qu'un contentieux. Alors ensuite, qu'est-ce qui fait qu'un contentieux est stratégique? Eh ben, c'est le fait que ce contentieux, il va avoir un impact au-delà du cas particulier qui est présenté à la justice ou à l'autorité, un impact qui va dépasser les parties en cause. Donc, typiquement, si on reprend le cas de la haine en ligne ou des réseaux sociaux, ça veut dire que le contentieux va avoir un effet, pas seulement pour la victime et le réseau social qui sont concernés, mais potentiellement aussi plus globalement d'autres impacts qui vont dépasser ce cas-là. Donc, qu'est-ce que ça peut être que ces impacts? Ils ont différentes natures. Ça peut être déjà tout simplement un impact politique, c'est-à-dire le fait d'aller mettre en évidence dans le débat public
un problème systémique, de contribuer à sa compréhension par le public et par les décideurs également. Par exemple, faire comprendre en quoi est-ce que le modèle économique des réseaux sociaux, leur fonctionnement, peut favoriser l'embrasement de la haine en ligne et donc la propagation de contenus problématiques. L'impact de ce contentieux, ça peut être aussi un changement de pratique. Par exemple, en poursuivant telle entreprise de réseau social, on espère que ça va avoir un effet domino, que ça va ricocher sur d'autres entreprises du secteur qui vont être amenées à adapter leur comportement en fonction du résultat de ce contentieux. Ça peut aussi être, idéalement, un changement institutionnel ou juridique plus profond, plus durable, qui va permettre de modifier le cadre juridique, de modifier le droit, soit en faisant abroger une loi qui est problématique ou en permettant l'adoption de nouveaux textes qui permettent de mieux réguler le comportement des acteurs économiques. Et afin d'atteindre tous ces différents objectifs, la particularité du contentieux stratégique, et en tout cas nous c'est comme ça qu'on le pratique à Sherpa, c'est qu'on va le coordonner avec d'autres stratégies de changement, comme le plaidoyer, la communication, la mobilisation. Et c'est d'ailleurs un point intéressant à avoir en tête, c'est que le fait que le contentieux stratégique ne soit qu'une pièce du puzzle dans la stratégie de changement, ça permet parfois de considérer que le contentieux stratégique peut avoir un impact, même en cas d'échec, sur le plan judiciaire. C'est-à-dire qu'on peut, à terme, dans le cadre du contentieux, perdre devant le juge, mais on va quand même avoir réussi à mettre le sujet sur la table, à mettre le sujet dans le débat public, et on va même peut-être potentiellement avoir obtenu des réformes pour éviter justement qu'à l'avenir, un déni de justice se reproduise, pour pallier les lacunes du cadre juridique, etc. etc. Donc voilà, ça c'est pour la définition générale de ce que c'est concrètement le concept de contentieux stratégique. Alors, ensuite, du coup, très concrètement, comment est-ce qu'on construit ce type de contentieux et comment est-ce qu'on le prépare en pratique? Comment est-ce qu'on mène ces actions? Pour schématiser, parce qu'en réalité, c'est un processus long et compliqué et qui demande beaucoup de travail, j'essaye de regrouper ça sous trois grandes questions, trois grandes catégories de questions qu'on va se poser dans le cadre de la construction d'un contentieux stratégique. La première catégorie de questions, ça va être d'abord de savoir si ce contentieux il est susceptible de répondre aux attentes des victimes ou des personnes qui sont directement concernées par ce contentieux et qui pourraient être impliquées dans la procédure. Donc l'objectif pour ces personnes, ça peut être d'obtenir une réparation pécuniaire, d'obtenir de l'argent pour obtenir une réparation du dommage qu'elles ont subi. Mais ça peut être aussi plus simplement d'obtenir une reconnaissance des faits de ce qui leur est arrivé. Ça peut être d'obtenir la sanction des entreprises. Ça peut être aussi de médiatiser la situation et ça peut être aussi leur objectif et un changement plus global pour d'autres personnes qui pourraient être elles aussi victimes de certains actes ou de certaines problématiques. Pour être au clair sur les intentions des participants à ce contentieux, c'est important à ce stade de transmettre des informations claires aux personnes impliquées sur les implications potentielles en termes de temps, en termes de coûts, en termes de risques, pour qu'elles puissent prendre une décision en connaissance de cause sur est-ce qu'elles veulent, oui ou non, participer à cette action contentieuse. Sur ce point, je tiens à rappeler que le fait d'engager un contentieux, de saisir la justice, ça n'est pas anodin, ça n'est pas sans risque, ça n'est pas sans conséquences. L'action contentieuse, elle peut avoir un coût déjà en termes de temps, surtout quand on est face à des très grandes entreprises qui ont les moyens de faire durer le contentieux. Et puis l'action contentieuse, elle a bien évidemment aussi potentiellement un coût financier. Je rappelle particulièrement qu'en cas d'échec des procédures judiciaires, on peut se voir condamné à ce qu'on appelle les dépenses et les frais irrépétibles, c'est-à-dire les frais qui ont potentiellement été engagés par la partie adverse à cause de l'action. Donc là, de la même façon, quand on est face à des entreprises, elles peuvent faire des demandes de condamnation aux frais, qui peuvent être conséquentes. Après, la décision revient au juge, mais voilà, ça fait partie des éléments à prendre en compte. Autre risque ou élément à prendre en compte,
notamment dans un contexte de mobilisation, etc., c'est le risque de représailles de la part des entreprises visées. Je pense notamment aux pratiques de procédure bâillon, au cas des lanceurs d'alerte qui peuvent faire l'objet de licenciements, etc. Donc ça, c'est aussi un risque qu'il faut avoir en tête, qui doit être clairement communiqué aux personnes qui vont être impliquées dans le contentieux, pour qu'elles puissent prendre une décision éclairée sur l'opportunité pour elles de s'engager dans cette procédure. Une deuxième grande série de questions qu'on va se poser, évidemment, c'est de savoir si le dossier est suffisamment étoffé, à la fois en termes de preuves et au plan juridique, parce qu'on a quand même envie que ce contentieux puisse aboutir, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une possibilité de faire changer les choses, même en cas d'échec. Idéalement, bon, voilà, l'objectif, c'est quand même que ça aboutisse. Alors à Sherpa, pour faire ça, on mène ce qu'on appelle une étude de faisabilité sur ces différents aspects, donc les aspects factuels. On regarde les éléments factuels qu'on a et on regarde les éléments juridiques également dont on dispose. Un point ici peut-être un petit peu plus spécifique sur justement cette collecte des éléments factuels et cette collecte des éléments de preuve. Il faut savoir que l'activité internationale des entreprises est assez opaque. D'abord parce que ce sont des activités qui sont privées par nature, mais aussi en raison de la complexité de l'activité et notamment de l'activité transnationale des entreprises. Donc elles vont se structurer via des paradis fiscaux, avec des sociétés mères, un grand nombre de filiales, potentiellement avoir beaucoup de sous-traitance, etc., etc. Donc ça peut rendre l'appréhension de la structure juridique et des différentes entités responsables très compliquée. Et puis la protection juridique aussi qui est accordée à certains secrets des entreprises, comme le secret des affaires ou même parfois le secret défense, peut aussi bloquer l'accès à certaines informations importantes. C'est une réalité qui existe tout autant s'agissant des réseaux sociaux, voire même encore plus en raison de la nature technique de l'activité, du manque de transparence notamment qu'il peut y avoir autour du fonctionnement des algorithmes, etc. Et en raison d'un risque de déperdition des preuves assez important, parce qu'un message posté sur un réseau social, ça disparaît rapidement potentiellement. Donc toute cette opacité organisée finalement des entreprises, elle peut beaucoup entraver la collecte de preuves dans le cadre d'un contentieux face à une multinationale, et particulièrement la collecte de preuves pour les victimes ou les associations lorsqu'il leur revient d'établir la preuve de la responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire lorsqu'elles ont la charge de la preuve, ce qui est le cas dans un grand nombre de procédures, notamment lorsqu'on sort du champ pénal. Et donc, plusieurs options pour faire face à cette opacité. La première solution, qui est absolument clé dans le contentieux stratégique, c'est de travailler en réseau avec des experts. Et c'est là où aussi des initiatives comme celle de Vox Public est très importante, c'est-à-dire qu'il faut identifier des experts qui maîtrisent les questions techniques, d'autres associations qui peuvent maîtriser également la collecte de preuves ou le travail avec des victimes, qui vont avoir une expertise complémentaire, travailler avec des spécialistes de l'investigation, des journalistes d'investigation par exemple, etc. etc. Donc voilà, s'allier un réseau efficace d'experts, l'union fait la force. Une autre option envisageable, c'est aussi d'actionner des leviers contentieux. Il y a en droit ce qu'on appelle, notamment en droit civil, des mesures d'instruction qui peuvent permettre, ils demandent au juge en fait d'ordonner la saisie de certains documents auprès d'une entreprise, de forcer la production de ces documents par l'entreprise. Donc ça, voilà, c'est des mécanismes judiciaires, mais qui permettent parfois, dans une phase avant le contentieux lui-même, d'entrer dans une première phase précontentieuse, avant le procès, pour obtenir des informations en plus. Et il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des demandes d'accès aux documents administratifs lorsqu'on pense que l'administration détient certaines informations à propos de ces entreprises. Là encore, il y a des limites, et notamment le secret des affaires, le secret défense qui peuvent être opposés assez régulièrement. Voilà pour les aspects factuels et la collecte de preuves. Sur les aspects plus juridiques, bon, là, ne dis pas que je vous fasse un cours de droit, mais on va se poser toutes les questions de quel droit est applicable, faire les recherches de jurisprudence, rechercher quelle juridiction va être compétente, quelle sera
laquelle sera la plus propice à traiter de ce dossier efficacement, etc., etc. Donc voilà pour le côté plus étude de faisabilité du cas en lui-même. Et puis ensuite, bien évidemment, la dernière question qu'on va se poser, puisqu'on est dans un contentieux stratégique, c'est de savoir comment ce cas, comment ce contentieux peut participer donc à un changement plus global, peut avoir un impact qui va dépasser la situation des parties dans le contentieux. Et donc, ça implique de réfléchir à la façon dont on va articuler et coordonner ce contentieux avec d'autres actions, d'autres formes d'activisme, comme la communication, le plaidoyer, des manifestations, etc. Alors, à Sherpa, typiquement, on va articuler le contentieux avec 3 autres outils. Le premier outil, ça va être la communication et le plaidoyer, c'est-à-dire le fait d'aller échanger avec le public et les décideurs pour obtenir des réformes, notamment législatives. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie véritablement sur les contentieux pour illustrer les lacunes ou les limites du droit et donc alimenter les discussions et le faire évoluer. Un deuxième mode d'action qu'on a, qui rejoint un petit peu le plaidoyer, c'est ce qu'on appelle le laboratoire de droit. Et donc là, c'est le fait de travailler avec des universitaires et des avocats pour faire évoluer la doctrine, donc la réflexion autour du droit. Et là encore, pouvoir alimenter les débats au sein de l'Assemblée, au sein du gouvernement, sur les évolutions législatives qui vont être nécessaires. Ce travail de laboratoire de droit, il peut aussi aller alimenter le travail contentieux. Et donc c'est là qu'on voit que tous ces outils sont un peu interdépendants. Le dernier outil qu'on utilise, c'est le partage d'expériences auprès d'autres acteurs de la société civile, c'est-à-dire le fait de faire circuler nos savoirs, nos pratiques, nos stratégies, pour permettre par exemple qu'elles soient reproduites, parce que dans ce type de contentieux, on n'a pas la possibilité, nous, en tant qu'association, de traiter tous les cas, c'est-à-dire que souvent, les problématiques systémiques de discrimination, de haine en ligne, les atteintes aux droits humains, globalement, qui peuvent être commises par les entreprises, c'est un contentieux qui va faire masse, c'est-à-dire qui va susciter énormément de cas, de situations, etc. Nous, on n'a pas la possibilité de forcément tous les traiter. Et donc, le fait de faire du partage d'expérience, ça permet aussi à d'autres acteurs de reproduire ces cas. Ça permet à des communautés de s'en saisir et de mener elles-mêmes des actions. Voilà pour la construction des cas. Je fais peut-être un dernier point, si j'ai encore le temps, sur la communication. Rapide. Très rapide. Merci. Juste un point à avoir en tête, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'on communique sur les dossiers, quand, à quel moment, pourquoi? Il faut savoir qu'il n'est pas toujours opportun de communiquer immédiatement dès l'introduction d'un dossier contentieux, précisément pour éviter d'alerter trop rapidement l'entreprise qui serait visée et du coup d'avoir une potentielle déperdition des preuves. Et dans tous les cas, faire bien attention dans la communication à prendre en compte notamment les risques de représailles et l'impact que peut avoir une surexposition médiatique pour les personnes directement affectées. Et voilà. Merci beaucoup, Tiffany, pour toute cette présentation très claire du travail et de les stratégies de contentieux juridiques employées par Sherpa. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de présentation des cas, qu'on voit des cas de contentieux concrets ou des cas de contentieux qui malheureusement n'ont pas abouti. Donc, j'invite Maître Caroline Leroy Blanc-Villain parce qu'en 2023, vous avez travaillé avec la Fondation de Femmes, l'association Femmes Ingénieurs et l'ONG Global Witness. Vous avez saisi la défenseur de droit et la CNIL avec 2 plaintes relatives à la discrimination sexiste opérée par les algorithmes de Facebook, surtout les questions de discrimination dans les offres d'emploi. Donc, si vous pouvez, je vous passe la parole. Tout à fait. Alors déjà, c'est important de préciser que ce contentieux, les plaintes ont été officiellement déposées en juin 2023. Néanmoins, le travail sur ces plaintes a commencé en 2021, puisqu'on a été contacté par l'ONG Global Witness dès 2021, suite à une première analyse de leur part des algorithmes de Facebook, qui nous a dit que ce serait bien de faire quelque chose. Eux, de leur côté, l'ONG Global Witness, ont déjà agi devant l'autorité de protection des données au Royaume-Uni, ce qui n'a rien donné. Et on a donc repris le travail en 2022 avec un nouvel audit technique
réalisé par l'ONG Global Witness avec le soutien de l'association Femmes Ingénieurs en France pour analyser les offres d'emploi sur la partie jobs de Facebook, notamment, et qui était, enfin, comment étaient poussées en fait ces offres d'emploi. Et on avait des résultats qui étaient assez effarants en termes de compartimentation des offres d'emploi qui étaient mises à la disposition, en tout cas affichées à certaines catégories de population, notamment par exemple les offres d'emploi de pilotes de ligne. Donc, c'était des vraies offres d'emploi. Ce n'était pas des fausses offres d'emploi. C'était des vraies offres d'emploi qui étaient réutilisées par l'ONG Global Witness aux fins de. Enfin, donc, qui étaient republiées sur la plateforme Facebook Jobs. Et donc, il y avait notamment des offres d'emploi de pilotes de ligne, de secrétaires, d'assistantes maternelles, enfin voilà. Donc, qui étaient avec des pourcentages de 95% d'affichage auprès de femmes pour les postes, pour les métiers du care notamment, ou les postes d'employés, et les postes de cadre qui étaient très largement au-delà de 85% diffusés auprès d'un public masculin. Il y avait évidemment toute une méthodologie qui avait été développée. La première question qu'on s'est posée côté Fondation des femmes, force juridique de la Fondation des femmes, c'était de savoir est-ce que l'analyse technique qui a été conduite, elle a été faite selon une méthodologie à l'état de l'art qui nous permettait effectivement de conduire, enfin de s'appuyer là-dessus pour conduire un contentieux stratégique, en l'occurrence sur le fondement d'une discrimination algorithmique, et sans que ce soit que ça puisse être critiqué par le public ou par les autorités auprès de qui on allait le déposer pour manque de sérieux. L'enjeu, c'est vraiment de faire un travail de fond avant de décider de partir au contentieux, comme le disait Tiffaine, sur la faisabilité du contentieux, en l'occurrence côté Fondation des femmes. Le positionnement de la Fondation des femmes est quand même assez clair, et c'est une association qui a beaucoup de visibilité en France. On était en passe de devenir Fondation reconnue d'utilité publique. Euh, donc, en fait, on ne peut pas se permettre d'aller sur des contentieux qui peuvent entamer notre crédibilité. Donc ça, c'est déjà un vrai sujet de réflexion. Donc, on a beaucoup challengé l'audit technique pour vérifier ce qui était dit, la façon dont c'était formulé, en fait, le moindre biais aussi dans l'analyse purement technique pouvait être source de réflexion de notre part sur est-ce qu'on s'en empare ou pas. Donc, déjà, au terme de l'analyse de cet audit technique, on s'est dit, nous, en fait, il y a peut-être un quart, je crois qu'il y a un tiers de l'audit technique, enfin des résultats de l'audit technique qu'on a effectivement retenu au soutien de nos plaintes, parce que c'était le tiers qui paraissait le plus solide comme élément matériel, en fait, de caractéristique d'une discrimination algorithmique. Ensuite, comment on a fonctionné? Donc, on était deux avocates partenaires de la Fondation des femmes et de Global Witness. Une qui s'est occupée de la partie de la plainte auprès du défenseur des droits, et moi qui me suis occupée de la partie plainte auprès de la CNIL. Il y a un travail de fond et de coordination qui a été très important dans ce dossier parce qu'on déposait exactement les mêmes plaintes auprès de l'autorité néerlandaise de protection des données et de l'équivalent du défenseur des droits aux Pays-Bas. Donc, on travaillait de concert avec des avocats spécialisés aux Pays-Bas. Donc, on était en tout 5 avocats, en plus des membres de donc la coordinatrice côté Global Witness, côté Fondation des femmes, et côté femmes ingénieures pour les aspects techniques. Donc, en fait, il y a un aspect de coordination qui est très, très important parce qu'on est obligé d'attendre que tout le monde, enfin, de fixer déjà des dates butoirs que tout le monde doit respecter parce qu'en fait, le dépôt, enfin, dans ce genre de contentieux, c'est fondamental de déposer tout en même temps. Pourquoi? Parce que derrière, comme l'a dit Tiffaine, il y a une part de communication qui est extrêmement importante.
Nous, en l'occurrence, on a commencé à travailler la communication à peu près 3 mois avant le dépôt de la plainte. Et donc avant même que les plaintes en elles-mêmes soient finalisées. Ensuite, on a travaillé avec, donc en l'occurrence, c'était CNN, enfin une branche de CNN Investigation et Technologie, qui a demandé à avoir l'exclusivité de la couverture du contentieux, et qui donc a eu accès aux plaintes sous embargo, à peu près 2 semaines avant qu'on la dépose, pour qu'on puisse préparer des interviews, etc. Donc, tout le travail qu'on fait sur un contentieux stratégique comme ça, il se fait de manière très secrète et en même temps avec beaucoup de gens dans la boucle. Donc, on est obligé de sélectionner aussi les partenaires avec lesquels, notamment sur la com et la couverture médiatique, les partenaires avec lesquels on doit travailler, parce qu'il ne faut surtout pas que ça sorte avant que nous, on l'ait déposé. Hem, sur cette plainte, pour, vu l'écho médiatique qu'on a anticipé, que cette plainte allait avoir, on s'est dit que c'était mieux d'avertir les autorités concernées, donc en France, la Défenseure des droits et la CNIL. On a déposé, le lundi, enfin, on a déposé ouais, le lundi matin. Mais en fait, on a averti les autorités dès le vendredi du fait qu'on allait déposer ces recours, euh, et notamment qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un relais médiatique assez fort. Ce à quoi, bon, bah, par exemple, dans l'échange avec la CNIL, quelque chose de très simple, merci de nous avoir prévenus, enfin, voilà. Et en fait, on s'attendait aussi à ce qu'il y ait des journalistes qui potentiellement sollicitent la CNIL pour avoir une réponse. Donc, eux, ça leur permet aussi, côté administration, de se préparer avec leur service de relations publiques, euh, à potentiellement devoir répondre sur comment est-ce qu'ils vont accueillir ce contentieux, etc. Donc ça, c'est aussi une façon de fonctionner qu'on trouve beaucoup plus intelligente. L'idée, c'est pas, l'idée, c'est vraiment pas de prendre tout le monde par surprise. Même, enfin, pour le coup, le groupe Meta était au courant à peu près 3 semaines avant sortir cette action. Pourquoi? Parce que ça leur donnait l'occasion aussi, eux, de préparer leur argumentaire en réponse, et notamment pour les journalistes, qui évidemment, enquête journalistique et règles déontologiques obligent, voulaient aussi leur donner la possibilité de répondre là-dessus. Et c'est d'ailleurs, je pense aussi, quelque chose qui a été fait de manière très intelligente dans ce contentieux, c'est-à-dire que le groupe Meta a effectivement préparé un petit verbatim qu'ils ont ressorti aux médias qui les ont interrogés, sans toutefois qu'il y ait une réponse construite là-dessus. Alors, je vois effectivement dans le chat que l'effet de surprise peut parfois être utile en matière de contentieux. Oui, mais ça dépend déjà de la nature du contentieux. En l'occurrence, là, on était sur deux contentieux très particuliers, à savoir le défenseur des droits, qui est une réclamation donc, qui peut être faite en matière de discrimination, et le côté contentieux CNIL, qui, lui, peut être mobilisé par deux voies, soit la plainte, soit la réclamation. Alors, je ne vais pas sans rentrer dans la technicité. euh, Ici, l'effet de surprise n'avait aucun intérêt et n'apportait rien au contentieux. Bien au contraire, c'est un genre de contentieux dans lequel les autorités auraient assez peu apprécié, je pense, de découvrir ça dans la presse et de se retrouver un peu sollicitées pour quelque chose pour lequel elles n'étaient pas du tout au courant. Donc, et côté Facebook, bon, bah, de toute façon, en fait, on savait que nos preuves techniques étaient suffisamment solides pour que de toute façon, et ça puisse pas être contesté. Donc, l'idée, c'était plus de leur dire, bon, bah voilà, pourquoi est-ce que tout ce qu'on vous reproche, tous les fondements qu'on invoque au soutien de chacune de nos plaintes, et ça, là-dessus, de toute façon, c'est pas là-dessus qu'ils allaient se défendre dans la presse. Et là, ce n'était pas un contentieux tout à fait contradictoire. On n'est pas sur des contentieux qui répondent au principe du contradictoire. On n'est pas, par exemple, sur des actions en droit de la presse où là, pour le coup, l'effet de surprise peut être très utile. On n'est pas non plus sur des contentieux qui impliquent
de demander des ordonnances, donc c'est-à-dire des jugements qui sont rendus de manière non contradictoire, qui peuvent obliger l'entité qu'on attaque à communiquer des éléments, par exemple. Enfin, donc en fait, là, l'effet de surprise n'avait pas trop d'intérêt. Mais je reviendrai aussi sur le fait que parfois, l'effet de surprise, il est absolument nécessaire. Euh, mais ici, en tout cas pour ce contentieux particulier, l'effet de surprise, il était surtout nécessaire pour la presse. Parce que s'il y a une dilatation, en fait, euh, une dilution plutôt, de l'information dans les médias sur plusieurs jours, ça a beaucoup moins d'impact sur la publicité de l'action qu'on est en train de conduire. Donc nous, l'enjeu, c'était vraiment de garantir un embargo total jusqu'au dépôt de la plainte, puis que le contentieux soit repris de manière assez industrielle par un maximum de médias en France. Il a été beaucoup repris à l'international aussi parce que le travail qui a été fait aux Pays-Bas et au Royaume-Uni était hyper bon là-dessus. Mais c'est vrai qu'en France, on a été assez impressionné de l'écho de ce contentieux. Il se trouve que comme c'est un contentieux stratégique assez particulier, en termes de suivi, ça peut parfois être très frustrant. Mais ça ne veut pas dire que le contentieux n'a pas fonctionné et que l'objectif pour lequel on a introduit le contentieux n'a pas été atteint. Plus, plus clairement, en utilisant l'exemple de ce contentieux-là, il se trouve qu'on a eu des échanges avec la CNIL ensuite pour le traitement de notre plainte. Nous, en fait, on ne représentait pas des personnes en particulier qui avaient été victimes de ces discriminations. On avait découvert cette situation, on a donc déposé une plainte, mais ce n'est pas un recours d'une personne qui a été victime de cette discrimination algorithmique. Et donc, à ce niveau-là, la CNIL nous a quand même demandé si on était sûr de ne pas pouvoir trouver des personnes physiques qui auraient été victimes de ces discriminations algorithmiques pour en fait changer de fondement sur le dépôt de la plainte et et leur permettre de nous impliquer dans le suivi de cette plainte. En l'occurrence, ce n'était pas possible, donc on savait qu'à partir du moment où la CNIL allait transmettre à l'autorité irlandaise, qui est ce qu'on appelle l'autorité chef de file, qui a la capacité de juger les plateformes méta, on savait qu'à partir de ce moment-là, on n'allait pas forcément avoir de suivi. La CNIL n'était pas tenue de nous faire un suivi. Et notre seule chance de savoir si le contentieux aboutit, c'est qu'il y ait un jour une sanction qui soit publiée. Donc, ce qui fait deux critères quand même déjà à obtenir. Le premier est qu'il y a déjà une sanction. Ensuite, que cette sanction soit effectivement publiée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et que donc on puisse constater dans la presse que cette sanction a été publiée et savoir que c'était notre contentieux. Mais donc, est-ce que ça veut dire que, donc, en fait, à partir du moment où la CNIL nous dit ça, nous dit on transmet à l'autorité irlandaise, on sait que nous, à partir de ce moment-là, on n'a plus de nouvelles. Euh, donc, ça se passe sur une période assez courte de 4-5 mois. Et puis, du jour au lendemain, bah, ce contentieux, il ne nous appartient plus et on n'a pas de retour. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on. Est-ce que ça veut dire que, du coup, ce contentieux n'a pas fonctionné? Moi, je ne pense pas. Parce que je pense que l'objectif d'un contentieux stratégique, il est bien plus large que juste le fait d'obtenir un résultat. Quand on conduit un contentieux stratégique pour le compte d'une association, d'une fondation, peu importe, le but, c'est euh, attirer l'attention sur une situation problématique et obtenir une avancée sociétale pour l'intérêt général. Ça nous dépasse. C'est bien de pouvoir dire ce contentieux-là, c'est nous qui l'avons conduit et on en fait toujours plus pour la cause qu'on défend. Mais en fait, l'idée, c'est quand même que ce type de contentieux imprègne toute notre action, qu'on puisse s'en servir pour en faire d'autres, que ce soit aussi dissuasif, que ça ait un aspect dissuasif donc par exemple là sur les discriminations algorithmiques. Nous, d'un point de vue numérique à la Fondation des femmes, c'est quelque chose qu'on cherche à quand même à combattre et donc attirer l'attention de toutes les sociétés, bon, c'est majoritairement des sociétés parce que c'est souvent le secteur privé, qui
qui entretiennent les différences femmes-hommes sur ces sujets-là, sur les sujets numériques, bah, c'est aussi de un peu leur mettre la pression en leur disant nous, on n'hésitera pas à vous name and shame en faisant un contentieux stratégique sur vous. Donc, ça, là-dessus, il faut nécessairement avoir plusieurs contentieux pour réussir à avoir un pouvoir dissuasif et donc engager aussi après un dialogue, permettre aussi d'avancer sur la partie plaidoyer que Tiffaine a bien expliqué aussi avant, et que ce dialogue-là, il soit fructueux et qu'on puisse faire évoluer les choses. Merci beaucoup. Euh, Là, on peut passer à une partie plus des questions-réponses. Je ouvre le chat. J'ai vu que sur la première question, Caroline, tu l'as répondu. Et là, ça soulève aussi d'une difficulté de ne pas travailler avec les premières concernées dans ce genre de contentieux. Ouais, c'est une question aussi, c'est une interrogation qu'on se pose beaucoup par rapport au projet on souhaite développer au sein de Vox Public, et c'est la création d'un réseau où les personnes, les premiers concernés, soient partie prenante de tout le processus. Et c'est pourquoi depuis, bon, comme je vous ai expliqué rapidement au début du webinaire, notre idée de travailler depuis un an en réalisant de webinaires, mais en parallèle avec cette diagnostic, comme les associations, on a pas mal interviewé pour ces diagnostics, plutôt des associations qui travaillent sur les questions d'inscrits et lutte contre les injustices sociales, parce qu'on est vraiment, on aimerait les impliquer dans notre projet, dans notre mobilisation. Mais pour revenir sur la question du contentieux stratégique, peut-être une première question, je vais la poser s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, c'est pour Tiffany et aussi Caroline. Est-ce que, donc, d'après tout ce que j'ai entendu, vous croyez vraiment que des contentieux stratégiques peuvent faire bouger la politique interne des plateformes des réseaux sociaux? Est-ce que vous croyez que c'est une piste aussi qu'on ne peut pas mettre de côté, même si j'ai bien compris que c'est du temps, c'est du travail, peut-être parfois, ce n'est pas le résultat qu'on souhaite voir aboutir qui arrive, mais tout le processus de contentieux stratégique peuvent-ils faire quand même bouger un peu leur façon de fonctionner, changer leur politique interne, surtout ce qui concerne, par exemple, des algorithmes, comment on appelle, j'ai oublié le mot, mais ça va me revenir, mais c'est pas grave. Mais déjà, vous pensez que c'est une bonne méthode, un bon modèle qu'on peut penser à suivre si un réseau se met en place? Déjà, c'est un outil, si je peux me permettre d'appeler le contentieux stratégique comme un outil. Ouais. J'y vais ou Caroline, Oui, vas-y, vas-y. Peut-être juste avant de répondre à la question d'Erika, je veux quand même revenir une seconde sur la question qui a été posée par Anina sur le fait que ça soulève des difficultés aussi de ne pas travailler avec les premiers concernés dans ce genre de contentieux. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est très important. D'un point de vue purement juridique, il y a effectivement beaucoup de contentieux dans lesquels techniquement on pourrait agir en tant qu'association sans nécessairement les premières personnes concernées. Dans plein de domaines, c'est possible. Il y a aussi plein de domaines dans lesquels il y a des infractions entre guillemets sans victime. Nous, on est une association qui fait beaucoup de lutte anticorruption, par exemple. Donc, typiquement, c'est des situations dans lesquelles on n'a pas forcément à avoir les premiers concernés. Mais c'est une problématique qui est importante et qui, je pense, traverse toutes les associations qui travaillent sur les questions contentieuses. Et il y a des ressources très intéressantes qui renvoient à cette question. Il y a à la fois le travail qui a été mené par Systemic Justice, qui vulgarise justement énormément l'outil du contentieux stratégique et la façon dont il peut être saisi par les premiers concernés. Et il me semble qu'il y a aussi un rapport qui a été publié
récemment par Luminate en juillet, je crois, sur justement comment intégrer, alors c'est un peu plus large, c'est comment intégrer directement les premiers concernés et les survivants de, de, de- d'atteinte en ligne dans les actions. Et je pense que c'est deux ressources intéressantes sur ces questions. Ensuite, sur le contentieux stratégique, euh, oui, c'est un outil pertinent, une fois de plus, parce que c'est une façon de se réapproprier un droit qui aujourd'hui est complètement accaparé d'une certaine façon par les entreprises, qui est largement construit à leur bénéfice parce qu'elles ont aussi des capacités d'influence énormes. Donc, se saisir de cet outil-là en tant qu'activiste, en tant que militant, c'est important. Mais effectivement, c'est pas le seul outil et c'est pas le. Et il vient s'ajouter à d'autres outils, il est complémentaire d'autres formes d'activisme. Ça ne sera pas le seul outil miracle, ça c'est sûr et certain, mais ça fait partie de la palette des outils qu'on peut et qu'on doit mobiliser, parce que c'est un outil qui a un impact potentiel assez fort. Oui, et tout à fait. Et puis aussi pour répondre à la question sur la mise en œuvre de la voie procédurale dédiée, donc l'action de groupe. Alors, nous, à la Fondation des femmes, c'est un moyen d'action qu'on n'utilise pas pour différentes raisons. Déjà parce qu'il y a des conditions quand même assez strictes qu'on ne remplissait pas forcément. Et que pour le coup, sur les aspects numériques, c'est un fondement qui est assez difficile à mobiliser et qui fonctionne assez mal parce qu'il est assez mal appréhendé par les juridictions. Donc, en fait, on utilise des moyens d'action assez différents. De manière générale, pour parler de nous, nos contentieux stratégiques, la plupart, on les fait pas devant des juridictions de droit commun qui sont quand même très embouteillées, avec des chances de succès plus ou moins fortes. Euh, et donc, euh, on privilégie des voies plus administratives ou des autorités administratives indépendantes et des juges spécialisés pour avoir plus de chances de succès. Mais après, pour revenir aussi sur l'intégration des personnes concernées, en matière de numérique, on a quand même des résultats assez significatifs avec des associations comme la Quadrature du Net ou None of Your Business, qui en matière de protection des données ont permis de faire changer le droit européen et sont à l'origine d'arrêts de la CJUE qui sont absolument fondamentaux pour notamment le droit des données personnelles, et pour autant sans que ça implique des personnes concernées. Donc, je pense qu'il y a des matières dans lesquelles ça s'y prête beaucoup plus. Et pour le coup, sur les contentieux numériques, euh, c'est assez difficile, à part sur les questions de peut-être de haine en ligne et de cyberharcèlement, c'est assez difficile d'aller voir des personnes qui sont victimes et de leur dire, bon, bah là, on va réunir plein de personnes qui sont victimes et puis on va vous emmener dans un contentieux qui va être un peu une usine à gaz et vous allez partir pour ce contentieux pendant 2 ans avec nous. Enfin, honnêtement, hein, la plupart des gens nous disent non, mais je j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que pour plein de raisons différentes. Mais en fait, si on attend que les personnes concernées aient envie de s'investir dans un contentieux stratégique, honnêtement, on ne ferait pas beaucoup de contentieux stratégiques. Les avantages et les inconvénients de cette méthode, c'est que c'est pas forcément mobilisable pour tous les sujets. En fait, ça dépend vraiment de la nature du contentieux. Par exemple, on a beaucoup de contentieux stratégiques qui ont très bien marché aussi en matière écologique. En matière d'écologie, c'est difficile d'aller euh, en justice, enfin, devant une juridiction de droit commun, juste parce que les moyens d'action ne sont pas prévus par le droit commun. En matière de haine en ligne,
enfin, et de réseaux sociaux de manière générale, je dirais que la difficulté, elle est un peu plus sur la pléthore d'actions qu'il y a, enfin, qu'il est possible d'activer. On a vraiment beaucoup par exemple, on a beaucoup d'infractions, donc du pénal, qui peuvent être mobilisées. On a aussi des moyens auprès de la justice civile, et puis on a des moyens qui relèvent plus de l'administratif. Donc, ça nécessite déjà de pouvoir couvrir un ou deux ou trois moyens d'action, et puis être sûr de viser juste sur le moyen d'action qu'on va privilégier. Donc parfois, il vaut mieux renoncer à certaines actions. Nous, en l'occurrence, on renonce beaucoup aux actions sur le fondement pénal au profit euh, d'actions civiles ou administratives, parce que les chances de succès sont beaucoup plus élevées. Honnêtement, enfin, l'état de la justice étant ce qu'il est aujourd'hui en France, c'est quand même, enfin, on sait que parfois il y a des contentieux qui mériteraient d'aller au pénal, par exemple, mais c'est voué à l'échec parce qu'en fait, il y a pas un parquet qui va nous suivre là-dessus, et puis qui va décider d'instruire, etc. Donc, bon, c'est vrai que parfois, il vaut mieux savoir qu'on va obtenir moins, enfin, en tout cas, une décision qui aura peut-être moins d'impact, mais qui a au moins le mérite d'exister. Tiffany, je ne sais pas si tu souhaites réagir sur les deux dernières questions abordées, la question sur l'action de groupe, sur la voie procédurale dédiée à l'action de groupe dont parle Anina, et aussi sur cette question posée par Xavier. Oui, peut-être sur le fait de saisir à la fois des autorités de contrôle et les juridictions, et ou les juridictions. Alors c'est intéressant parce que nous, à Sherpa, on a une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'au contraire, nous, on privilégie plutôt l'action judiciaire devant les tribunaux civils, pénaux, administratifs. Et pas tellement l'action devant les autorités de contrôle. Mais ça tient, je pense aussi au mandat de l'association, qui est la lutte contre les crimes économiques et l'atteinte commise par les entreprises. Et nous, on a une vision, on va dire, assez critique en réalité de ce, de ce progressif déplacement d'un grand nombre de questions qui touchent à la régulation économique et à nos libertés fondamentales vers des autorités administratives et plus vers justement le juge judiciaire, le juge pénal, le juge civil. On trouve que c'est un problème en fait, le fait que ces affaires ne puissent pas être traitées efficacement par la justice, le fait que les entreprises puissent échapper systématiquement, notamment à la justice pénale. On voit aussi beaucoup le fait qu'aujourd'hui, les entreprises elles peuvent signer des conventions, négocier avec les parquets pour ne pas être condamnées, notamment en matière de corruption, en matière d'atteinte à l'environnement. Donc ça, c'est une dérive que par ailleurs, nous, on critique au plan systémique. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas forcément avoir, nous, la même approche sur ce point-là. Mais c'est vrai que dans la construction d'une stratégie globale sur un sujet donné, ça peut tout à fait être envisageable d'aller saisir une autorité de contrôle parce qu'on se dit que ça va être effectivement plus rapide sur un sujet. Voilà, donc c'est pas du tout exclusif. C'est vrai que nous, c'est pas notre stratégie, mais ça tient plus à notre mandat et au sujet sur lesquels on travaille, je dirais. Merci, excellent pour votre réponse. Ouais, donc Anina, vous répondez, je pense que tout le monde peut lire votre réponse. Bon, c'est vrai que la question de l'action de groupe, nous, à Vox Public, mais c'est un autre sujet. Et ça pourrait effectivement donner lieu à un webinaire dédié. Nous avons eu l'occasion de travailler pendant 3 ans sur une action de groupe, des facilités en espace collectif dont faisait partie Amnesty International, mais aussi des 3 associations de personnes concernées par les discriminations et contre le faciès. C'est vrai qu'on a eu cette chance. Donc, je mettrai le lien sur le site qui explique l'action que nous avons facilitée, dont nous avons eu la chance
de travailler pendant 3 ans, voire plus au sein de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est du temps et c'est pas toujours évident pour les personnes de suivre ça à moyen et long temps. Donc, voilà, je vais mettre le lien ou une de mes collègues vont le faire. Sinon, pour revenir sur la question des mobilisations, de la construction d'un réseau français dont on souhaite de tous nos voeux à Vox Public, il y a cette journée. Je vais me permettre, comme il n'y a pas encore d'autres questions, peut-être vous parler un petit peu de ce qu'on compte faire, en tout cas qu'on co-construit depuis une année à travers ces webinaires avec les organisations qui participent, mais également à travers le diagnostic dont je vous ai parlé, avec des rencontres aussi qui a eu lieu. Donc, le 19 septembre, on vous invite, on invite une quarantaine d'organisations, donc deux personnes concernées, mais également concernées par les questions de discrimination, justice en ligne, et également des associations qui travaillent sur les enjeux du numérique, comme la Quadrature du Net, vous avez cité Caroline tout à l'heure, autour d'une matinée, réfléchir à quel type de mobilisation collective nous pouvons construire pour penser à des actions communes pour faire changer quand même le fonctionnement des réseaux sociaux, des big tech. Ça peut paraître énorme et c'est énorme, on connaît des cas. Et je vu aussi que Élise a mis aussi un exemple et un lien vers un exemple d'une action de groupe sur le numérique aux Pays-Bas. Donc, je pense que ça va être à l'occasion, c'est le 19 septembre, de prendre le temps ensemble d'imaginer, de créer et de construire peut-être une feuille de route, je ne sais pas, mais une mobilisation commune. Comment on peut, si on a envie bien sûr de travailler ensemble, et si cette envie, allez-y, si elle est partagée, comment on peut construire quelque chose à moyen et long terme pour les 2 prochaines années et quelles actions nous pouvons porter ensemble. Et c'est vrai que la question de inviter les personnes concernées est au cœur de notre projet pour cette journée, mais pas que, mais pour le projet en soi. Nous, il y a beaucoup de contentieux stratégiques qu'on renonce à mener. En fait, dans la façon dont fonctionne la force juridique, nous, on a non seulement des comités de pilotage, une fois toutes les 2 semaines, et puis après, on a des groupes de travail. Donc, les groupes de travail font la réflexion sur les projets qu'ils voudraient porter, sur la base des actualités et en fonction des thèmes des groupes de travail. Travail, sexisme, famille, etc. Puis après, les projets sont portés en comité de pilotage et nous, on copile. On est plusieurs et on fait toute partie de groupes de travail différents. Euh, et en fait, sur la base de ce qui se dit en comité de pilotage, on définit quel projet on choisit de mettre en œuvre ou pas. Les contentieux stratégiques font partie de ça. Donc, on essaye d'avoir une activité déjà équilibrée entre les contentieux et puis le travail de fond qui va du plaidoyer à la rédaction d'articles, de guides, etc. Donc, ça, il faut que ce soit équilibré. Sur les contentieux stratégiques qu'on décide de mener, on sait que quand on choisit de partir sur un nouveau contentieux stratégique, on est parti pour plusieurs années. Donc, en fait, il faut aussi être sûr d'avoir de la pérennité dans les gens qui vont porter le contentieux stratégique au sein de la force juridique, d'avoir aussi les moyens de pouvoir porter le contentieux. Donc, c'est des moyens à la fois financiers, humains, etc. Et puis, donc, après, d'évaluer par rapport à ce que ça peut apporter à la cause de manière générale et à ce qu'on poursuit en tant que Fondation des femmes. Par exemple, donc, exemple d'un contentieux stratégique que finalement on n'a pas mené, en juin 2023, donc il y a un an, on s'est posé la question de conduire une action à l'encontre du site coco.fr. Donc, alors, ça résonne particulièrement bien avec l'actualité puisque c'est le site qui a été utilisé par Dominique Pellicot, dont le procès est en cours pour l'affaire des viols de Mazan.
Ce mari qui a vendu sa femme sur ce site coco.fr. Coco.fr, c'était connu pour être un forum de discussion avec des salons en fait privés, au lieu de trafic en tout genre et notamment de prostitution, de pédopornographie, etc. Nous, ça faisait longtemps que c'était dans notre radar, parce que ça revient assez régulièrement dans des affaires que nous, on peut voir, en tout cas pour les avocats de la force juridique qui font du droit du numérique. C'était un site qu'on voyait depuis plusieurs années dans nos affaires, notamment en pénal numérique. Euh, on a donc fait une réunion et on s'est demandé si on pouvait entamer une action pour faire fermer le site coco.fr. Finalement, cette action, on s'est dit que ça allait être très compliqué pour nous de la mener en n'ayant pas encore la reconnaissance d'utilité publique, parce que ça nous fermait du coup certains moyens d'action, hein, donc il fallait qu'on attende. Et puis aussi parce que on voulait pour le coup impliquer des concernés. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que trouver des victimes en fait de ce site-là, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et puis en plus, on se heurtait aussi à la nécessité d'obtenir des ordonnances, voilà, sans rentrer dans le détail technique, mais dans les moyens d'action qu'on avait étudiés, il y avait des choses qui allaient nous prendre énormément de temps, qui demandaient de mobiliser des huissiers, qui après demandaient, nécessité de faire exécuter les décisions, etc. Et donc, la complexité en fait, de la mise en œuvre de ce contentieux-là, en n'ayant pas l'assurance d'avoir en plus les financements derrière, puisqu'on dépendait d'un point de vue poste de la Fondation sur les contentieux stratégiques. C'était un poste qui était financé en externe et donc on n'était pas sûr de pouvoir tenir ce contentieux sur la durée. Donc finalement, on ne l'a pas engagé et on a, dans un sens plutôt bien fait, puisque le site a été fermé en juin dernier, là, juin 2024, suite à une enquête au long cours de la juridiction spécialisée en numérique et notamment de la cybergendarmerie, enfin, du commandement de la cybergendarmerie. Donc, de toute façon, le résultat est le même et je pense qu'en fait, ça a été beaucoup plus efficace grâce à cette enquête finalement de la police et nous, avec notre action, on serait peut-être venus un peu marcher sur leur plate-bande et ça ne leur aurait pas forcément plu. Enfin bon, bref, ça aurait pu être compliqué. Donc ça, c'est l'exemple d'un contentieux qu'on a abandonné pour plein de raisons différentes internes à la Fondation des femmes, mais où finalement c'était une bonne chose de ne pas le conduire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va jamais conduire de contentieux comme ça. Néanmoins, il y a toujours il y a toujours la difficulté de est-ce qu'on va pouvoir porter la charge, quelle qu'elle soit, d'un tel contentieux sur toute la durée possible. Merci, Tiffany. Oui, bah, pas grand-chose à ajouter. Je vais aller dans le sens de ce qui a été dit par Caroline. C'est-à-dire que déjà, il y a de toute façon une question de ressources, c'est-à-dire qu'on est sur des contentieux qui vraiment potentiellement peuvent faire masse, il peut y en avoir plein, énormément de situations de violation, etc. On n'a pas la capacité de tout prendre en charge, de tout traiter. Donc, il y a évidemment une question de ressources qui est fondamentale. Donc, ça nous arrive de dire, bah non, là, on va juste ce sujet-là, c'est dans notre mandat, c'est dans les problématiques, etc. Mais juste, on n'a pas les ressources. Donc ça, bien sûr, ça arrive. Et puis, bien évidemment, il y a une fois qu'on engage tout le travail de ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire les études de faisabilité, on peut partir sur un sujet, sur un dossier, sur une problématique, commencer à l'éplucher et se rendre compte qu'en fait, en termes de faisabilité, ça va être trop compliqué pour X ou Y raison et que du coup, ça va pas être, va pas être intéressant au final de mener ce contentieux parce que voilà, on n'aura pas d'assez bonnes chances d'obtenir un résultat intéressant, ça va être trop compliqué, etc. Donc, bien sûr, ça arrive.
on travaille beaucoup, évidemment, sur les procédures bâillons. Honnêtement, je n'ai pas l'impression, dans toute l'expérience que je peux avoir de contentieux stratégique en matière numérique, qu'il y ait beaucoup de procédures bâillons et de procédures dilatoires pour empêcher ce contentieux. Tout simplement parce que dans ce type de contentieux, c'est toujours David contre Goliath. Les plateformes auxquelles on s'attaque ont des services juridiques monstrueux, ont des cabinets d'avocats, en général plusieurs, pour répondre à ce type de contentieux. Et puis, de toute façon, en fait, ils ont l'habitude. Donc ils font un peu du traitement d'échelle sur ces contentieux-là. Et puis, ils se savent encore un peu préservés parce qu'on a quand même encore du mal à obtenir des condamnations. Donc, je dirais qu'ils ne se sentent pas suffisamment menacés pour engager des procédures qui, au contraire, risqueraient de faire un bad buzz et donc de les desservir, alors que naturellement, ils sont pas forcément exposés à un risque de sanction très élevé ou à un risque d'image très élevé. Et Tiffany, tu souhaites... Oui, ouais. peut-être rapidement. Alors là, comme ça, j'ai pas de cas typiquement de procédure bâillon en tête. Après, voilà, le risque de représailles, enfin, en règle générale, il est jamais à exclure non plus complètement. Et pour le coup, je pense notamment peut-être plus dans le cas des lanceurs d'alerte qui peuvent, voilà, ça peut arriver de nos positions d'associations qui travaillent sur ces questions-là et qui montent des contentieux d'être en relation avec des lanceurs d'alerte, etc. Et là, je sais qu'il y a un travail qui est mené notamment sur l'alerte dans le secteur de la tech et du numérique par une organisation qui s'appelle The Signals Network. On travaille beaucoup sur les risques spécifiques liés au secteur de la tech et du numérique et qui traite du coup de ces questions. Et voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup parce que on suit énormément tous les contentieux. Enfin, en tout cas, moi, ça fait partie de mon quotidien de suivre les contentieux en cours. Je pense que dans les contentieux intéressants du moment où il y a notamment celui qui implique à la fois des associations et l'ARCOM contre les sites pornographiques, et notamment Pornhub, qui soulève plein de questions différentes d'accessibilité, notamment sur la vérification de l'âge et de l'accessibilité aux mineurs. Et ce contentieux, il est très intéressant à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que c'est le premier contentieux avec les nouveaux pouvoirs de l'ARCOM, donc qui a pu se faire sur un fondement qu'on n'a jamais vu avant. Donc là-dessus, il est très nouveau. Il y a plein d'aspects procéduraux qui sont mobilisés pour la première fois. Donc c'est très intéressant de le suivre, ne serait-ce que pour l'aspect procédure, parce que ça peut tous nous servir pour la suite. Et y compris parce que l'ARCOM, suite à la fusion enfin, du CSA et de Hadopi, se positionne là-dessus pour la première fois. Enfin, donc même pour eux, c'est nouveau en termes de pouvoir d'action. Et puis aussi parce que ça permet d'explorer, enfin, il y a une dimension éminemment technique dans ce contentieux et qui permet donc aussi d'avancer parce que le problème, c'est que les contentieux numériques aujourd'hui sont parfois, enfin, on oublie un peu parfois l'aspect vraiment technique des plateformes, l'universalité d'Internet, l'accessibilité de partout. Enfin, c'est un peu un l'hydre de Lerne, hein. On coupe une tête, il y en a trois qui repoussent. Donc là, ça pose des vraies questions
sur comment est-ce qu'on peut contraindre des opérateurs numériques à mettre en place des mesures techniques qui certes peuvent être contraignantes pour eux, mais qui doivent être conformes à l'état du droit, en l'occurrence sur la protection des mineurs, etc. Donc en fait, tous ces aspects-là sont très intéressants et il n'y a aucun doute sur le fait que l'aboutissement de ce contentieux, s'il y a des solutions techniques qui peuvent émerger et une condamnation sous astreinte de ces plateformes à mettre en place certains procédés techniques, ça va aussi servir à plein d'autres plateformes, enfin, des réseaux sociaux, etc., sur les mesures à mettre en œuvre, les mesures techniques en tout cas à implémenter pour vérifier l'âge, etc. Donc ça, là-dessus, je pense que c'est vraiment un contentieux à suivre. Et peut-être, ouais, juste pour compléter, tu me posais la question, Erika, est-ce qu'il y a des illustrations d'échecs ou de réussite. Une fois de plus, je pense que même si on n'aboutit pas, comme on l'a dit avec Caroline et au début de la présentation, même si on n'aboutit pas forcément à une décision ultra satisfaisante au plan juridique, judiciaire, etc., c'est jamais vraiment un échec. C'est-à-dire qu'il y aura toujours moyen de communiquer sur le dossier, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de contentieux contre les plateformes qui sont intéressants. Et on a eu je pense notamment les contentieux qui avaient été menés, par exemple, par la Quadrature du Net, dès l'entrée en vigueur, pardon, du règlement sur la protection des données personnelles, les actions qui ont été menées plus récemment par la LICRA, SOS Racisme, contre Twitter pour obtenir des informations sur les pratiques de modération de l'entreprise, où là, on voit que ça a été un combat judiciaire et que là, ils arrivent à un stade où la problématique, c'est celle de l'exécution de la décision. Donc ça aussi, c'est des questions qui sont intéressantes à mettre en évidence quand on travaille sur des contentieux face à des entreprises. Une fois qu'on a obtenu la décision au bout, comment on fait en sorte qu'elle soit effectivement exécutée, sachant que les plateformes ne sont pas forcément les plus connues pour être les plus enclines à se conformer aux décisions de justice. Donc voilà, c'est plein de cas intéressants. Et moi, je pense aussi à des cas qui sont en cours aux États-Unis concernant l'impact des plateformes sur la santé mentale des personnes mineures, où il y a plusieurs villes plusieurs écoles publiques de plusieurs villes qui ont engagé des contentieux avec des parents d'élèves également. Donc voilà, qui sont assez aussi intéressants, qui vont sortir à plein d'obstacles, mais qui sont intéressants à suivre également.